Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui on se retrouve avec Léa. Léa est psychologue dans un centre d'hébergement pour jeunes âgés de 4 à 21 ans. Elle rencontre des enfants et des adolescents ayant une déficience intellectuelle. Ces jeunes en situation de handicap sont atteints de syndromes ou de troubles divers impliquant une déficience intellectuelle. Ils peuvent par exemple être affectés de la trisomie 21 ou du trouble du spectre de l'autisme. J'espère que c'est bien ça, Léa. C'est tout à fait ça. On pourra apporter des petites précisions aussi par rapport aux différents syndromes, par rapport à voilà, les troubles que peuvent avoir ces jeunes. Mais effectivement, ils sont tous réunis, c'est un choix de mots particulier, mais en tout cas, ils ont tous une déficience intellectuelle, donc voilà, un retard intellectuel qui implique une scolarisation en enseignement spécialisé. Et en fait, le centre d'hébergement, c'est là où ils viennent après l'école, après les cours. Et donc, où tu travailles, ils sont aussi scolarisés et toi, tu t'occupes de l'hébergement, Ouais, où ils vivent aussi quotidiennement. c'est ça. Donc, les jeunes sont scolarisés dans une école donc spécialisée et ils rentrent au centre d'hébergement. C'est leur maison, hein, donc chacun a sa chambre. En fait, un bâtiment qui est une maison familiale de base. Donc, elles se font complètement dans les rues résidentielles. Et avec un grand salon, un grand jardin, une cuisine, un étage où il y a donc, je dirais, 7 chambres. Il y en a qui dorment à deux. Certains ont une chambre individuelle. Et puis des salles de bain. Enfin voilà, c'est vraiment Oui. une maison quoi, où chacun a ses espaces personnels et où il y a des espaces communs. Et Et est-ce que les enfants âgés de 4 ans communiquent et sont en lien avec ceux de 21 ou il y a vraiment des bâtiments très distincts des uns des autres? donc, pour l'instant, donc, la structure accueille des enfants entre 4 et 21 ans. Mais pour l'instant, donc, le plus jeune a 8 ans et le plus âgé a 18 ans. Mais effectivement, il n'y a pas de, donc non, il n'y a pas de séparation. Tout le monde vit ensemble en fonction voilà, des affinités des uns et des autres aussi. Hein. On organise des ateliers, on organise des sorties. On essaye parfois aussi que les plus grands puissent se retrouver un petit peu dans leur identité de plus grands, hein, qu'ils aient plus d'autonomie, plus de liberté. Il y a des différenciations comme aller se coucher plus tard pour les plus grands, plus tôt pour les plus petits, participer aux tâches ménagères, enfin voilà, une organisation un peu de famille, quoi. Les plus grands aident à mettre la table, à cuisiner, aident voilà, à tout ce qui est organisation de la maison. On peut donner des tâches comme aller faire des courses. Enfin voilà, c'est séparé dans ce sens-là. Il y a aussi une distinction entre ceux qui sont, par exemple, en primaire et en secondaire. Là, il y a aussi d'autres tâches qui leur sont proposées en fonction de cette distinction-là. D'autres libertés aussi. Et donc toi, tu interviens vraiment la journée ou tu interviens aussi le soir? À quel moment tu peux les rencontrer finalement, ces jeunes? Alors, quelque chose que j'adore dans mon métier, c'est que j'ai l'opportunité de les rencontrer en individuel à l'école. Donc, en fonction des besoins du jeune, en fonction de ce qu'on identifie en équipe, de quels sont les besoins, comment il se sent, qu'est-ce qu'on perçoit de l'état psychique ou familial du jeune à un instant T. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce sera bénéfique pour le jeune qui puisse être vu en individuel? Donc là, si on décide tous ensemble que c'est une bonne idée de le voir seul, alors je me déplace à l'école et je sors alors le jeune du groupe de sa classe pour pouvoir le rencontrer. Et puis j'ai aussi, c'est moi qui ai décidé avec la direction de pousser un peu mes horaires pour que certains
soir, je finisse vers 18h, 18h30 pour que je puisse participer en fait aux après 4 heures, donc quand ils rentrent de l'école, les voir dans le quotidien, participer aux ateliers, travailler avec les éducateurs aussi qui font un travail incroyable aussi, qui sont là du coup après 4 heures, qui font les nuits aussi parce que c'est un centre d'hébergement, les jeunes dorment sur place, donc les éducateurs sont là tout le temps. Et donc voilà, moi j'ai fait le choix aussi de pouvoir participer avec eux dans le quotidien, de pouvoir être là pendant les soirées pour aider, mais aussi pour voilà, connaître le jeune dans un contexte qui est autre et de le voir vraiment de manière très systémique en fait, comment il se comporte avec les autres, comment il est en groupe. Parce qu'être en un pour un avec un jeune et le voir dans son contexte de vie, c'est quand même deux choses différentes. Et je trouve que les deux sont intéressantes à travailler. Pour expliquer un petit peu, quand on dit qu'un jeune peut être vu de manière systémique, il s'agit en fait de voir le jeune dans plusieurs facettes de son environnement, qui se composent à la fois de sa famille. Bon là, en l'occurrence, son quotidien n'est pas forcément avec sa famille, mais auprès des éducateurs, auprès de ses pairs, de ses amis, des plus jeunes et des plus âgés, du coup, là, dans ce cas-là. Et aussi, du coup, à l'école, là, c'est ce que tu as la chance aussi de pouvoir faire. Donc, c'est vrai que ça te permet d'avoir une vue globale, comme Exactement. ça, de l'enfant. Ouais. Ouais. Et le week-end, donc, ils rentrent en famille. D'accord. Ouais. Enfin, la plupart, en tout cas. Et donc, voilà, c'est aussi faire ces transitions entre revenir au centre, repartir en famille, accueillir le jeune quand il revient le dimanche après son week-end. Ça permet aussi de rencontrer le jeune et ses parents quand ils rentrent de week-end. Donc généralement, en fait, non, c'est toujours les éducateurs qui accueillent le jeune à son retour de week-end. Il y a toujours un lien avec le parent à ce moment-là, comment ça s'est passé. Voilà, il y a des choses qu'on doit savoir. Et puis alors les infos me sont toujours transmises aussi. Et alors, donc ça me permet de vous parler aussi des parents, de la relation que nous on peut avoir et des échanges qu'on peut avoir avec eux. Chaque année, donc pour chaque jeune, il y a un bilan qui est fait, donc évaluer un petit peu comment ça s'est passé, quelles sont les choses qu'on a envie de mettre en place, les projets qu'on a envie de continuer avec lui ou d'installer. Je pense par exemple à un jeune qui a 18 ans, donc il quitte le centre à l'âge de 21 ans, il quitte aussi l'école spécialisée à l'âge de 21 ans. Et donc voilà, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce que il y a des appartements qui sont supervisés donc par des éducateurs ou le jeune a son propre en fait la personne adulte à ce moment-là a son propre appartement, mais supervisé quand même par des éducateurs qui viennent aider si c'est nécessaire, qui viennent voilà, il y a le travail protégé aussi. Donc voilà, réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place comme projet pour le jeune. Que ce soit au sein de sa cellule familiale ou après quand il grandit et qu'il soit plus autonome, du coup, c'est ça? Ouais, on vise toujours, en fait, le mot d'ordre et ce qu'on a envie, c'est vraiment encourager l'autonomie et favoriser aussi l'ouverture vers l'extérieur. Donc, que ce soit faire des stages, voilà, en plein de domaines, hein, dans l'ORECA, dans l'horticulture, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont... Travailler avec des animaux, plein de choses qui, en fonction des compétences, des envies, des, euh, des intérêts de chacun, voir un petit peu vers quoi on peut l'ouvrir et lui permettre de prendre confiance en soi, de s'autonomiser, voilà, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes comme projet pour toujours vraiment en ayant en tête que on veut favoriser l'autonomie, quoi. On veut qu'ils
ils soient les plus autonomes possibles et qu'ils aient le plus d'outils en main pour faire ce qu'ils ont envie de faire et vivre leur vie d'adulte, plus ou moins indépendant, plus ou moins supervisé, mais quand même pouvoir voilà, s'épanouir dans leur vie future. Donc ouais, donc ça c'est chaque année, il y a vraiment ce bilan qui est fait de où en est le jeune, à plein de niveaux, au niveau, voilà, ses relations avec les autres, tout ce qui est question aussi VASR comme on dit, donc vie affective, sexuelle et relationnelle. Où est-ce qu'il en est par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut l'aider pour comprendre mieux les choses, pour se protéger lui, protéger les autres. Donc voilà, plein de questions aussi. On le voit aussi beaucoup parce qu'en ce moment, on a toute une... Enfin, il y a beaucoup de pré-ados et d'ados chez nous. Donc, et on voit que c'est des questions, qui, comme tout ado, qu'il ait une déficience ou non, qu'il soit neurotypique ou non, la question de l'adolescence, c'est une grosse question. Donc, effectivement, il y a plus d'enjeux, il y a tout ce qui est hormonal, il y a tout ce qui est changement psychique, il y a tout ce qui est changement... Enfin, voilà, tout un panel de changements qui s'opèrent chez eux. Et donc, voilà, il faut gérer ça. Il faut les aider à gérer ça eux-mêmes aussi. Donc c'est aussi tout un aspect du travail plus éducatif. Donc les éducateurs voilà, sont en première ligne de tout ça, évidemment. Mais bon, mon rôle, c'est aussi du coup d'accompagner, de pouvoir trouver des outils pour la compréhension, pour les explications, pour tout cet aspect vraiment outillage, quoi, et prévention. On travaille en collaboration avec le planning familial aussi, donc voilà, on n'est pas complètement démunis et il y a plein d'aides qui sont disponibles, plein d'outils qui sont disponibles aussi pour nous aider. Mais et ça m'intéresserait de revenir sur tes missions à toi plus spécifiques, ouais. parce que c'est vrai que tu parles aussi du travail des éducateurs qui est essentiel avec ces jeunes-là. Et du coup, comment tu travailles toi avec les éducateurs et quelles sont tes missions qui se distinguent de celles des éducateurs du coup que tu fais avec les jeunes? Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? Dans quelles circonstances tu les rencontres? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il faut se faire sa place. Je suis la seule psychologue dans l'institution. Une grosse équipe d'éduc. Donc, il faut identifier ses missions, son mandat, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux proposer, Voilà, j'ai la chance d'avoir vraiment beaucoup de liberté, de pouvoir proposer plein de choses. Je suis la seule, du coup, à rencontrer les jeunes en individuel. J'ai cette possibilité de choisir, entre guillemets, qui je vais rencontrer, avec de mon point de vue, de qui va bénéficier le plus du coup d'une prise en charge individuelle. Je peux proposer, donc eux évidemment ils sont obligés d'être là en après 4 heures. Moi j'ai des horaires dits plus de jour, qui me permettent d'aller à l'école, de revenir, faire un travail aussi un peu plus d'écrit, faire les bilans, trouver des ressources, du matériel, des outils pour travailler du coup mes séances en individuel. Dans l'après 4 heures, c'est pas encore le cas parce que avec la rentrée, comme ils suivent un, un horaire scolaire, je dois aussi, on suit tous cet horaire-là aussi. Il va y avoir des ateliers qui vont être mis en place, donc chacun propose l'atelier qu'il a envie de faire avec les jeunes. Je pense à un atelier cuisine, je pense à un atelier bien-être, je pense à un atelier danse. Enfin, voilà, chaque éducateur peut proposer quelque chose qu'il a envie de faire avec les jeunes. Moi, mon objectif maintenant, que j'ai envie de mettre en place, c'est de proposer moi un atelier. Donc comme je suis là 2 soirées par semaine, l'idée ce serait de créer un atelier. On a la chance d'avoir une salle qui pourrait devenir, et qui, je le souhaite bientôt, pourrait devenir une salle de Snoezelen. Donc c'est une salle
avec plein de matériel sensoriel, de relaxation, auditif aussi. Donc voilà, un truc un peu cocon, Snooze qui, je pense, pourra permettre à beaucoup de jeunes de s'apaiser. Donc ça, c'est vraiment le but premier du Snooze. Oui, alors il me semble que Snooze, moi je l'ai appris en crèche ce que c'était, parce qu'en fait c'est beaucoup utilisé effectivement dans la petite enfance, il me semble. Ouais. Et en fait, il s'agit de matériel, par exemple des lampes torches, des rideaux pour pouvoir faire une pièce sombre, ou aussi des matières qui soient très douces, des coussins, des poufs, ou enfin, il existe vraiment plein de Ouais. matériel qui permet effectivement de pouvoir, dans la petite enfance, de pouvoir apaiser les enfants. Mais du coup, c'est vrai qu'avec des personnes ayant une déficience intellectuelle, peut-être que ça peut amener quelque chose d'intéressant aussi pour eux. Ouais, un apaisement, une découverte vraiment purement senso aussi, découvrir différentes matières. Euh, Dans l'autisme, c'est beaucoup utilisé aussi le snoozelen, notamment avec des couvertures lestées pour avoir cette sensation de contenance qui parfois fait défaut dans l'autisme et aussi dans des syndromes bah voilà, comme la trisomie 21, où vraiment il y a un truc avec le corps qui se passe qui parfois peut paraître un petit peu décousu. Et donc voilà, le snoozelen permet aussi de rassembler tous les sens. Donc voilà, dans l'autisme, c'est vrai que c'est un outil qui est souvent utilisé et que les personnes... parce que voilà, dans l'autisme, il y a vraiment un déficit aussi sensoriel, hein. Il y a quelque chose de très particulier dans la sensorialité. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser plein d'outils comme ça. Euh, et donc oui, voilà, vraiment apaisant, vraiment permettre de rencontrer le jeune aussi d'une manière complètement différente parce que, ben, enfin je l'ai déjà dit, mais vraiment ce côté voir le jeune en individuel et voir le jeune en groupe, la différence de vraiment, ouais, de rencontre que tu peux faire avec lui, d'établissement du lien, de confiance, c'est vraiment... et je pense que, du coup, créer cette pièce senso, j'aime bien utiliser le terme de pièce sensorielle parce que ça a moins cette... Enfin, le Snoozelen, c'est un truc où voilà, il y a des formations qui existent, c'est assez encadré finalement. Donc voilà, vraiment une pièce senso qui pourrait faire office de pièce relax, pièce bien-être, avec des choses qui pourraient apaiser les jeunes. Donc ça, c'est vrai que ça te différencie des éducateurs qui vont peut-être plus proposer des projets qui ont un objectif éducatif par rapport à toi, qui essaye de te rapprocher peut-être des besoins et des problématiques des jeunes qui ont du coup un trouble du spectre de l'autisme ou une trisomie 21 principalement, ou il y a aussi d'autres syndromes auxquels qu'on n'a peut-être pas cité encore. Bon, il y a des syndromes qui sont rares, dont j'oublie parfois le nom. Il y a parfois juste bah, voilà, des retards intellectuels dont on ne connaît pas l'origine, voilà, des tests génétiques qui ont été faits, mais parfois on ne sait juste pas, c'est juste comme ça. Euh, et je reviens sur oui, le côté éducateur. Ils ont, pour la plupart, vraiment une expérience incroyable. J'apprends beaucoup d'eux. On apprend les uns des autres vraiment parce que voilà, il y en a qui sont là depuis très très longtemps et qui m'amènent des connaissances plus pratiques ou de reconnaissance, parce que c'est une clinique quand même très particulière, hein, voilà, particulier, tout comme l'autisme. Il y a des choses qu'on ne reconnaît pas facilement, des mal-être qu'on devine, mais voilà. Et donc l'expérience des éducateurs est super enrichissante. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit non plus depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette structure, mais c'est vrai que c'est assez récent Ouais. pour toi. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir effectivement un travail en groupe, une collaboration comme ça avec des collègues autres que psy aussi. Ouais, totalement. Parce que, bon, j'ai aussi ce choix de rester en soirée et de participer
au quotidien, c'était aussi justement pour travailler avec les éducateurs parce que je trouve ça super dommage de les croiser que en réunion 3 heures semaine, d'échanger avec eux que à ce moment-là de manière très formelle. Donc c'était aussi cette volonté de travailler avec eux et de pouvoir échanger sur le moment, pouvoir créer du lien aussi parce que je trouve que c'est super important. Voilà, dans notre métier, on travaille en équipe généralement, à moins qu'on soit en libéral ou en Belgique on dit plutôt en indépendant du coup, mais c'est rare de ne pas travailler en équipe. Généralement c'est même en équipe pluridisciplinaire, donc avec plein de corps de métier différents. Là bon, je suis vraiment principalement avec des éducateurs et une assistante sociale aussi, mais donc ouais, c'était important pour moi de pouvoir travailler avec eux vraiment sur le terrain et ils peuvent faire des liens avec des choses que bah, moi je connais moins. J'ai toujours ma casquette de psy et cette vision clinique, mais c'est super enrichissant de pouvoir apprendre des autres et de pouvoir discuter de cas comme ça avec des personnes qui ont d'autres visions, d'autres grilles de lecture, mais qui se complètent complètement, quoi. Et, et voilà. Mais Et c'est vrai qu'on n'est pas revenu aussi sur ton parcours, mais peut-être que tu voudrais nous parler un petit peu Alors en France, on dit la licence et le master. Peut-être qu'en Belgique, on dit un peu différemment. Mais savoir un peu tes études. alors, moi, j'ai fait toutes mes études donc à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, pardon. Euh, j'ai fait un bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation. Puis j'ai choisi un master en psychologie clinique. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas. C'était vraiment. Enfin, ça a toujours été. J'ai jamais vraiment réfléchi à quel master j'allais prendre. Ça a toujours été une évidence pour moi, parce que je voulais vraiment travailler au plus près des patients, des gens. Euh, Au début, c'était des gens. Puis petit à petit, c'était les enfants. Hmm. J'ai fait un premier stage dans une institution qui s'appelle Parélie, qui accueille des enfants. euh, Moi, j'étais chez les moyens, donc entre 6 et 12 ans, qui voilà, ont un trouble du spectre de l'autisme, qui ont des troubles du comportement et qui sont en tout cas non scolarisables. Donc c'est vraiment un centre de jour où les enfants sont là toute la journée. Ça m'a beaucoup appris. C'était une clinique quand même assez dure parce que bah voilà, troubles du comportement, beaucoup de troubles de l'attachement, beaucoup de violence, d'agressivité. Mais une clinique très particulière où j'ai beaucoup appris de l'autisme, où c'était ça m'a voilà, c'est quelque chose qui continue à me poursuivre parce que finalement euh, je finis toujours dans des structures qui traitent un petit peu de ça. Euh, Puis en master 2, donc j'ai fait un autre stage à l'hôpital des enfants dans l'unité parents-bébés. Donc j'ai découvert une passion pour la psychologie périnatale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pensais pas aimer autant. Je pensais pas que c'était aussi large. Je pensais pas que c'était aussi important. Enfin, vraiment, c'était une découverte que j'ai trop aimée. Et il y avait ce travail, du coup, d'évaluation de l'enfant, du bébé, tout le développement. Puis il y avait aussi l'évaluation du lien avec le parent. Donc ça, c'est encore quelque chose de très, très particulier aussi. Et puis, bah voilà, le travail, l'accompagnement thérapeutique avec les parents, avec les enfants, voir comment aider ces parents à être soit plus en lien, soit moins, j'ai envie de dire moins fusionnel, mais voilà, il y a toujours des questions de lien, de relation qui étaient en jeu. Et donc, accompagner les parents, souvent les mamans avec leurs enfants par rapport à ça. Et puis, bah, quand je suis sortie de l'université, euh, j'ai mis du temps à trouver du travail parce que en tant que jeune psy, c'est pas facile. Puis,
J'ai travaillé en crèche où j'ai rencontré Lucie pendant quelques mois. Puis j'ai trouvé ce travail donc là où je suis actuellement et que j'aime beaucoup. Donc en fait, la question de l'autisme, tu l'avais déjà dans tes études Ouais. et aujourd'hui tu la retrouves dans ton travail, c'est ça? Ouais, parce que en fait, c'est très peu abordé l'autisme à l'université, même dans mon master, même dans les cours qui parlent de l'enfant, de la clinique infanto-juvénile. Donc faire un stage là-dedans, c'était un peu arriver dans l'inconnu, mais c'était un intérêt aussi. Je suis pas arrivée là du tout par hasard, je l'ai voulu, ce stage. Voilà, je savais dans quoi je m'embarquais, mais je ne savais pas comment j'allais gérer et ce que j'allais apprendre. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire des jobs étudiants dans des unités autisme de prise en charge très précoce, donc en dessous de 3 ans, qui était une manière de travailler complètement différente, une manière de voir l'autisme de manière complètement différente, mais du coup très formateur aussi. J'étais encore étudiante, donc c'était voilà, voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'est-ce qui me plaît dans cette prise en charge, qu'est-ce qui me questionne. Et voilà, ouais, l'autisme, ce sera toujours un intérêt, ce sera toujours quelque chose que j'ai envie de mieux comprendre, que j'ai envie de mieux accompagner. Et quelles sont d'ailleurs les missions que tu apprécies le plus aujourd'hui dans ton travail? Euh, J'en ai pas parlé, mais on rencontre les parents du coup au moins une fois par an, plus si c'est nécessaire, s'ils en ont envie, s'il y a des demandes de l'un, de l'autre. J'ai toujours eu envie aussi de me former un petit peu à la guidance parentale pour accompagner mieux les parents aussi. En fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est vraiment faire le lien entre toutes les sphères, toutes bah ouais, les, les sphères où grandit, où évolue le jeune, donc que ce soit au centre, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, que ce soit lui en lien avec les éducateurs, lui en lien avec les autres jeunes, lui en lien avec moi. Voilà, vraiment pouvoir faire ce travail de, de réflexion, d'élaboration sur... On prend toutes les parties, on voit là où il y a des questionnements et on réfléchit à comment on peut faire pour aider ce jeune. J'en ai pas parlé, mais qui généralement, la communication est relativement faible. Il y en a qui ont des meilleurs niveaux que d'autres, au niveau langage, au niveau communication, au niveau élaboration de qu'est-ce qu'ils peuvent dire, de leurs états internes, qu'est-ce qu'ils peuvent voilà, développer comme sujet, enfin, parler de ses émotions, c'est déjà pas facile quand de manière générale, mais alors pour certains, c'est encore plus difficile, surtout quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les outils pour le communiquer. Dans mon travail, c'est ce que je ressens le plus, hein, le défi de la communication. Et enfin, je suis pas logopède non plus, donc voilà, d'ailleurs, chaque jeune a son espace, si c'est nécessaire, logo à l'école, kiné. Enfin voilà, il y a plein d'intervenants qui les prennent en charge à l'école. Moi, c'est vraiment plus un travail d'accompagnement, travail des émotions, travail sur... bon, là, je pense à quelque chose, mais par exemple, s'il y a eu un deuil à faire, s'il y a eu... Donc oui, en fait, tu viens de dire que quand on te consulte, quand un jeune vient te consulter, ou c'est toi qui choisis plutôt le moment en fait où tu souhaites le rencontrer, ça peut être pour des questions de gestion des émotions, mais aussi s'il y a eu un événement particulier dans la vie du jeune qui nécessite du coup, l'équipe pense que c'est nécessaire qu'ils viennent te consulter. Ça peut être aussi lié à des difficultés familiales ou au relationnel avec les pairs. Et je voulais savoir du coup comment s'est accueilli cet entretien la première fois que tu as rencontré un jeune que tu ne connaissais pas avant. Comment ça se passe exactement?
Est-ce que tu pourrais nous faire un peu une immersion de comment ça se passe quand le jeune vient? C'est dans un bureau ou c'est plutôt sur un fauteuil? Comment ça se passe concrètement quand il vient te voir? Est-ce qu'il a un rendez-vous? Est-ce que tu viens le chercher? Alors, c'est ça dépend. Il n'y a pas de, y a pas de réponse générale. Ça m'est arrivé de, par exemple, proposer à une jeune, bah viens, on prend la voiture et on va aller se balader, on va aller faire un tour au parc. Et je vois qu'en ce moment, tu m'as l'air très en colère et donc j'ai envie de sortir un petit peu du groupe et qu'on puisse faire quelque chose à deux et que tu puisses voilà, prendre le temps pour m'expliquer ce qui va pas. Euh, donc voilà, de manière très informelle, aller se balader. Et parfois, ça marche mieux parce que c'est trop confrontant, parfois, pour certains, d'être l'un en face de l'autre. Et d'ailleurs, c'est jamais la première chose que je fais avec un jeune. Ouais. Donc voilà, de manière très informelle, aller se balader. Et parfois, c'est confrontant, parfois, pour certains, d'être l'un en face de l'autre. Et d'ailleurs, c'est jamais la première chose que je fais avec un jeune. Ouais. Non. Ça a été fait une fois, mais c'était pas le bon cadre, c'était pas le, non, c'était pas, ça n'a pas rassuré le jeune. Je pense que voilà, il faut un peu évaluer, aller faire une sortie, se rencontrer d'une manière beaucoup moins formelle, beaucoup moins scolaire en fait finalement aussi, hein, parce que oui, donc ça m'arrive de moi leur proposer de sortir et d'aller faire une balade en pleine nature. Ou alors, voilà, je les rencontre à l'école et alors je viens les chercher en classe. Et on va s'installer dans un local. Donc voilà, un local, pas vraiment le choix de comment il est agencé. Ouais. Et donc effectivement, bureau. Et là, je pense que c'est intéressant de pouvoir pour les premières fois en tout cas, proposer à l'enfant quelque chose qu'il aime. Je sais pas si c'est le dessin, si c'est la plasticine. Enfin, moi, je suis très aussi... je pense que c'est aussi par rapport à ma expérience dans l'autisme, thérapie par le jeu, proposer des choses vraiment qu'il aime pour le rencontrer à partir de quelque chose qui l'intéresse et qu'il aime, pour pouvoir développer après peut-être d'autres choses que j'ai envie de- d'explorer avec lui. Mais toujours partir d'un intérêt du jeune par n'importe quel média qui l'intéresse et qu'il aime. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est plutôt toi qui viens chercher le jeune. Ouais. Si tu sens qu'il y a Ouais. un besoin spécifique à ce moment-là. Et si ça se passe bien, en fait, vous pouvez ben, refixer peut-être un peu des rendez-vous. Et dans ce cas, vous rencontrer dans un cadre différent Voilà. qu'une promenade ou un jeu ou quelque chose de, au fur et à mesure, peut-être plus formel Voilà. qui se crée. Mais ça se fait dans la douceur et en fonction des besoins du jeune, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Et le fait d'être aussi là dans le quotidien, certains soirs par semaine, c'est déjà arrivé aussi que le jeune vienne me trouver, demande de parler avec moi. Ceux qui ont des compétences de communication ou intellectuelles un peu voilà, plus élevées, de venir me voir, me demander un temps en individuel, de me demander des choses, de faire une demande, de, ouais, de venir eux à ma rencontre et pas l'inverse, quoi. Donc ton cadre, c'est pas en fait un bureau, c'est... Non, non. Oui. Et ça j'aime bien, d'ailleurs. Ouais. J'aime bien avoir cette liberté de pouvoir rencontrer le jeune là où je veux, de pouvoir... je prends la voiture et je l'emmène, je sais pas moi, au parc, je l'emmène boire un verre. Enfin, boire un verre, on s'entend, on dit ça souvent là où je travaille parce que ça allait boire un verre, mais ça allait boire un coca ou un chocolat chaud, ou voilà, et d'aller... de se rencontrer dans un endroit vraiment plus neutre, où tu vois, il n'y a pas cette obligation, où c'est pas... Il n'y a pas les règles de vie qu'il y a Ouais.
dans l'hébergement, en fait, qui est Ouais, aussi un peu une maison. Et quand c'est on vrai. est surtout à l'adolescence, parfois on en a marre des règles de la maison et on a envie de sortir et de voir autre chose, quoi. Il y a aussi ça, Ouais. peut-être. Et en fait, en disant, je me dis, ça peut être controversé parce qu'on parle souvent de cadre quand on est psy, de voilà, maintenir le cadre. Euh, et le cadre, ça implique aussi de se rencontrer à un endroit, à une telle heure. Enfin voilà, qu'il y a des règles, qu'il y a des choses qui bordent un petit peu cet espace de rencontre. Mais pour certains patients, en fait, le cadre, ça peut juste être... j'ai du mal à formuler mon idée, mais voilà, le cadre, ça peut être différent en fonction du thérapeute, évidemment, mais aussi du patient, de la personne, du jeune qu'on rencontre. C'est aussi s'adapter, en fait, aux besoins Ouais, qu'ont ces jeunes, comme tu ouais, disais au tout début, de dire, si on les invitait à venir dans une salle derrière un bureau, en fait, ce serait trop angoissant pour eux ouais. et ce serait pas... ce serait contre-productif, en fait, de leur proposer un cadre Trop aussi strict. formel que ça. Ouais, ouais, Et finalement, le cadre que toi, tu mets, il est dans ta tête et il est très ouais, bien pensé. ouais. Et tu amènes quand même une direction et une idée derrière ce que tu proposes quand tu vas juste dire on va boire un chocolat chaud. Tu sais très bien où tu vas avec cette idée-là et Voilà. c'est pas boire un verre, Voilà. justement, comme tu disais. Oui, c'est ça. Voilà. C'est Ouais. ça. Et en fait, c'est plus aussi qu'il y a des moments de rencontre différents. Voilà, quand je vais les chercher à l'école et que bah, ils savent qu'ils vont avoir un entretien avec moi et que ça va être euh, bah, de 13h à 13h45. Euh, et puis il y a des moments moins formels où bah, on casse un petit peu le cadre et on casse un petit peu la routine, on casse un petit peu le rythme. Et alors on peut les sortir juste du groupe et c'est thérapeutique aussi parce que bah, voilà, c'est des jeunes qui vivent tout le temps avec d'autres jeunes. À l'école, ils sont entourés. Quand ils rentrent à la maison, ils sont aussi avec d'autres jeunes. Donc certains, ça les angoisse hein, de sortir du groupe parce que le groupe, voilà, ça les rassemble et ça... Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu proposes, c'est que du coup, en cassant le cadre comme ça, comme tu dis, et voilà, ça dépend aussi des jeunes. Comme tu dis, il y en a certains, ils n'aiment pas du tout qu'on leur casse leur routine et au contraire, ça les rassure d'être avec le groupe. Et d'autres qui, au contraire, en ont marre d'être tout le temps dans un groupe et ont besoin finalement de changement un petit peu dans leur quotidien pour pouvoir peut-être se livrer plus facilement avec toi. Et en fait, ce que tu crées comme ça leur permet de créer un lien de confiance avec toi pour pouvoir avancer dans leurs problématiques. Et c'est ça que je trouve chouette dans le fait de ne pas avoir un cadre aussi formel que ça. Je trouve que ça, c'est super intéressant. Et maintenant, on va passer aux questions des internautes, Les auditeurs. des auditeurs, je ne sais pas comment dire ça. Mais oui, merci en tout cas pour tous vos retours. On a eu plusieurs questions. Et voilà, on va pas pouvoir répondre à toutes, mais on en a choisi quelques-unes qui nous semblaient pertinentes Mhm. et intéressantes. Ouais. Notamment la difficulté de gérer le contact avec les parents de l'enfant. Donc c'est quelque chose que tu as déjà un petit peu dit, puisque tu disais que c'est plutôt un intérêt d'ailleurs pour toi de faire un peu cette guidance parentale entre la famille et ce qui se passe au sein de l'hébergement. Ouais. Donc peut-être que ça, c'est une question auquel tu vas pouvoir répondre Ouais. un peu. Alors, bon, faut savoir que c'est un centre d'hébergement où, je veux dire, si les jeunes sont là, c'est que les parents l'ont voulu, les ont inscrits. Parfois, pour des questions de... voilà, les autonomiser, leur permettre d'être en contact avec d'autres jeunes, d'être moins collés à la famille aussi, d'être voilà, plus... les ouvrir un peu vers d'autres choses. Souvent, c'est vraiment les parents bah voilà, qui ont choisi de mettre leurs enfants là. Certains parents sont parfois un petit peu plus réticents. Souvent, enfin, parfois aussi, les jeunes
sont là via l'école. Donc c'est l'école qui a parlé voilà, de cette possibilité d'internat, en fait, en quelque sorte, hein, parce que du coup, c'est vraiment comme le fonctionnement d'un internat. Parce que il y avait des problèmes familiaux, parce qu'il y avait des problèmes de sommeil, parce que on voyait que le jeune était vraiment très collé et fusionnel aux parents. Et donc, pour pouvoir voilà, euh, créer de la distance, élargir un petit peu les possibilités pour ce jeune, l'autonomiser un maximum aussi, parce que voilà, c'est le but aussi en soi. Et donc c'est vrai que l'avantage de cette structure, c'est de pouvoir créer une distance avec le cocon familial un peu, et de permettre aux jeunes de s'ouvrir et de créer du lien avec d'autres jeunes, là où peut-être il n'aurait pas autant d'opportunités en restant au sein de sa famille. Pour les parents qui l'ont choisi, vraiment, qui ont cette vision-là, c'est peut-être plus simple effectivement de collaborer avec eux. Oui et non, parce que c'est vrai que même si ils ont fait ce choix-là, ben voilà, c'est leur enfant, on sait, enfin, on se doute. Personnellement, j'ai pas d'enfant, mais je me doute de voilà que c'est pas facile de se séparer de son enfant, en tout cas la semaine, de le confier à d'autres personnes. Mais voilà, la plupart ont quand même cette envie. Du coup, ouais, ça favorise ce côté, ils ont envie de collaborer, ils ont envie de ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Et donc, évidemment, c'est souvent des parents qui communiquent beaucoup, qui appellent, qui transmettent les informations, qui sont là au bilan, qui ont envie de réfléchir ensemble, voilà, de co-construire un projet pour leur enfant. Et puis ça reste leurs parents, donc ils ont tout leur mot à dire évidemment sur tout ce qui se passe pour le jeune. Euh, on essaye aussi de favoriser un max les rencontres entre les éducateurs, les travailleurs et les parents, notamment avec des soupers de parents une fois de temps en temps, où voilà, ils viennent au sein de l'institution, on fait un grand barbecue, et puis tous les jeunes sont là, tous les parents sont là, tous les éducateurs sont là, euh, moi aussi, enfin voilà, tout le monde est là pour se voir de manière justement un petit peu moins formelle et un petit peu moins voilà, une fois par an on vient parler de notre enfant. Non, là c'est vraiment on apprend à se connaître, on passe un moment chouette tous ensemble, on fait un diapo photo pour qu'ils puissent voir toutes les activités qu'on a faites l'année, etc. Donc il y a une vision assez familiale en Ouais, fait. totalement. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la volonté de la maison, quoi. La volonté de l'institution que évidemment tout soit transparent, mais qu'ils soient acteurs aussi du travail qu'on fait avec leurs enfants, quoi. Mm. Et donc oui, il y en a qui sont très collaborants, d'autres parfois qui le sont un petit peu moins, mais souvent il y a aussi un temps d'adaptation. Je veux dire, quand les jeunes sont nouveaux dans l'institution, c'est différent que ceux qui sont là depuis 10 ans et où les parents ont vraiment construit ce lien de confiance et de... Voilà. Donc oui, si je comprends bien, en fait, il y a encore cette histoire de lien de confiance qui revient, où les familles, finalement, au fur et à mesure, il y a une confiance qui se crée entre les professionnels de là où sont hébergés les jeunes et eux. Et c'est finalement ça qui t'aide le plus dans ton travail pour transmettre des informations aux parents et collaborer avec eux, en fait. Tout à fait. Et, euh, et donc, comme c'est. On revient aussi à cette question, qui a été une autre question posée par quelqu'un. C'est que, comme ce sont les parents qui ont placé l'enfant au sein de l'hébergement, comment est-ce que toi tu fais pour travailler avec ces jeunes qui n'ont pas vraiment demandé d'être là, en fait? Mhm. C'est vrai que tu as déjà dit une première idée déjà qui est d'aller à leur rencontre et essayer de passer par leur passion pour Mhm. finalement créer un lien avec eux. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui t'aident à créer un lien et à permettre que à la base ils n'avaient pas envie et finalement eux aujourd'hui ils voient un intérêt et parfois ils vont te solliciter et même aller te voir pour demander de l'aide en fait. Ouais. Alors déjà, la notion de
qu'est-ce qu'une psychologue et en quoi est-ce qu'elle est différente des éducateurs. Voilà, évidemment, quand je me présente, quand je suis arrivée la première fois, je me présente, j'explique, voilà, je demande à certains est-ce qu'ils savent ce que c'est une psychologue. J'essaye d'expliquer de manière la plus simple possible, mais en fonction des niveaux de compréhension, voilà, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est... s'ils perçoivent vraiment mon rôle et au sein de la maison. Peut-être que ça les a aussi déroutés, le fait que je sois là du coup beaucoup en soirée dans le quotidien, donc avec les éducateurs et que j'ai pas ce côté extérieur au début en tout cas. Mais Mais à la fois, peut-être que d'être en soirée comme ça avec eux, c'est ce qui t'a permis, toi, de créer un tout à lien. fait, tout à Et fait. Et ouais. sans ça, je pense que ça aurait été... Enfin voilà, vraiment, j'étais en immersion complète dans leur quotidien. Au début, t'es qui toi? Évidemment. Et puis, bah, au fur et à mesure, je faisais partie de la maison. Et maintenant, voilà, en plus, je continue à être là en soirée dans ces moments très informels et très du quotidien. Donc voilà, ils m'ont complètement accepté comme ça. Et du coup, c'était plus facile, effectivement, comme tu dis, bah, de les rencontrer après d'une autre manière. Euh, Et qu'est-ce que tu penses des jeunes qui viennent maintenant te voir? Enfin, même si peut-être il y en a peu, mhm. en tout cas, c'est quelques-uns-là qui viennent te voir pour te solliciter. Comment tu penses que ça s'est construit dans leur tête pour finalement se dire, eh ben Léa, même s'ils n'ont pas identifié le rôle du psychologue, mais Ouais. Léa, en tout cas, ils t'ont identifié et qui se sont dit, bon, bah, j'ai peut-être besoin d'aller voir Léa. Mhm. Je pense que c'est aussi à travers les autres, en répétant que voilà, j'étais la psychologue, que j'étais là, que j'étais présente pour eux s'il y avait des problèmes à l'école, s'il y avait des problèmes en famille, que c'était à moi qui pouvait venir se confier, parler. Voilà, les éducateurs, ils ont aussi ce rôle hein, de confident, en tout cas pour certains, il y a des affinités avec les uns et moins avec d'autres, ce qui est complètement normal. Mais donc voilà, de répéter ce côté, bah, je suis là pour ça, je suis là pour vous écouter, pour vous aider si vous avez des difficultés, et surtout, même si je suis pas là un jour où vous avez envie de parler, bah, la fois où je suis là, mon bureau, même si j'ai pas de bureau, mais ma, ma porte non plus, mais ma personne est toujours ouverte. Enfin, je suis toujours là pour vous voir, pour passer un moment avec vous, pour vous entendre, voilà, pour vous, pour vous accompagner, quoi. Donc le fait de Ouais. répéter ça et le fait qu'ils me voient aussi, parce que en fait, quand je suis là dans les soirées, je fais moins ce travail éducatif. Je fais moins ce travail de m'occuper des bains, m'occuper des pyjamas, m'occuper de... Je mange pas avec eux, par exemple. Enfin, voilà, j'ai quand même cette posture de je suis dans le groupe, mais je suis quand même un peu extérieure. Je suis plus observatrice, je suis plus sur le côté pour qu'ils aient aussi cette opportunité de Léa est un peu sur le côté, c'est le moment d'aller la voir, si j'en ai envie, si moi je perçois quelque chose aussi que, voilà, ou un jeune qui a envie de, enfin, que je ressens a peut-être une envie de parler, ou même une présence parfois, hein, parce qu'on on dit souvent parler, mais juste être là à côté d'un jeune, ça peut parfois être faire du bien aussi, et parfois Mm. c'est suffisant. Oui, c'est ça en fait. Être disponible pour le Voilà, jeune et être présente, ben, des fois ça suffit en fait tout à fait. à rassurer, à réassurer et à contribuer à son bien-être au quotidien en fait. Ouais, Ouais. tout à fait. Et on a eu aussi une autre question, c'est est-ce que l'adolescence accentue les difficultés? Bah ouais, on en parlait quand je parlais un petit peu des bilans. Effectivement, ben, comme pour tout un chacun, l'adolescence, ça vient avec son lot de changements corporels, identitaires, hormonaux, voilà,
des pulsions qui viennent parfois nous bousculer, qu'on ne comprend pas très bien. Et, euh, et donc, effectivement, c'est peut-être encore plus compliqué pour eux, où il y a moins cette compréhension de tiens, qu'est-ce qui m'arrive, cette mentalisation de ok, il se passe plein de trucs en moi, ça bouillonne, mais j'arrive à les gérer parce que j'ai des outils qui me permettent de m'apaiser un petit peu, que eux parfois n'ont pas forcément. Bah voilà, je le disais aussi, des changements corporels, donc la puberté qui arrive. Euh, on a les moyens pour le comprendre, en parler avec nos parents, avec des amis, avec une thérapeute, enfin voilà, plein de monde qui peut nous accompagner aussi là-dedans. Et là, le travail du psychologue, il est d'autant plus intéressant Tout parce à que fait. toi, tu vas pouvoir mettre des mots Ouais, sur ce qu'ils sont en train de vivre, là où ouais, eux, peut-être, ils n'ont pas du coup mentalisé les choses comme ça, quoi. tout à fait. Et en fait, dans les déficiences intellectuelles aussi, j'ai pas vraiment parlé des outils qu'on pouvait utiliser, mais euh, ça se rapproche un petit peu de l'autisme aussi. On utilise pas mal de de pictogrammes. Il y a des trucs qui sont super bien faits, des matériels enfin des matériaux où vraiment tu as plusieurs pictos qui se suivent pour expliquer les changements qui vont arriver à ton corps, euh, comment l'arrivée des règles. Grande question aussi, parce que bah voilà, ça arrive à toutes les femmes. Euh, il faut travailler cette question-là aussi. Il faut travailler la compréhension. Il faut travailler comment on fait de manière très pratique Oui. quand on est voilà on est réglé. La puberté chez les garçons, ça amène aussi son lot de questionnements, de changements corporels. Effectivement, c'est une grande question chez ce public-là parce que il n'y a pas toute cette élaboration, cette mentalisation de comment faire de manière très pratique, mais aussi de manière psychique, quoi. Ouais. Enfin, tout ce que ça amène comme questionnement et comme... Puis j'imagine aussi peut-être des questions liées à la sexualité, Ouais, qui sont comprendre les règles, les interdits, tout à fait, ce qui est possible de faire seul ou pas, tout à des fait. choses qui sont très en fait pratiques et qui ont besoin d'être explicitées parce qu'elles sont pas forcément claires dans la Ouais, tête des jeunes, quoi. ouais, c'est ça, les règles de vivre en communauté. Mm. Hein, bah, la nudité, la masturbation, comme tu disais, les choses qui se font en privé, les choses qui ne se font pas en public. Il y a des règles, on ne peut pas faire ça et on peut faire ça. Il y a pas vraiment, c'est comme ça, c'est tout. On peut pas y couper, mais voilà, il y a des notions comme le consentement. C'est très compliqué pour, Mm. enfin, pour certains, c'est encore plus compliqué que d'autres, mais il y a des choses qui se font en fonction du contexte. Il y a des choses, enfin, c'est jamais, il n'y a pas de règles. Enfin, s'il y a des règles, mais Je pense que c'est dans le sens où il y a des choses qui sont plus explicites dans les ouais, relations, ouais, que ce soit d'ailleurs des relations sociales basiques, voilà. mais encore plus dans les relations amoureuses, Mhm. où il y a beaucoup de parties implicites, où là, c'est peut-être plus difficile pour eux d'accéder Voilà, finalement au message qu'il y a derrière des gestes. ouais. Ouais. Parce qu'il y a les règles de l'institution hein, qui sont, bah voilà, on ne s'embrasse pas, parce que, bah, effectivement, c'est mixte hein, comme institution, je n'ai pas précisé non plus, mais donc il y a des filles et des garçons qui, bah, effectivement, sont adolescents. Donc, on, pas d'histoire d'amour au sein de l'institution. Avoir des amoureux, des amoureuses, voilà, ça fait partie de la vie. Et bien sûr qu'à l'école, on peut encourager ça, mais d'une manière très enfant finalement, hein, tout en informant, tout en faisant de la prévention autour de toutes ces questions bah, voilà, affectives. Mais voilà, il y a des règles dans l'institution qu'on ne peut pas transgresser. Et donc voilà, des règles dans l'institution, des règles sociétales. Bah voilà, on se balade pas à poil dans la maison. Quand on prend sa douche, on ferme la porte. Voilà, des trucs
très normaux, mais qui ont besoin des fois d'être... qui ont besoin d'être explicités, tout à fait. Et donc, le consentement, notamment, c'est une notion qui est quand même, pas toujours très facile à expliquer, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Enfin, évidemment, il n'y a pas de nuance dans quand quelqu'un dit non, c'est non. Mais voilà, il y a quand même des situations où il faut, en fait, qui sont pas logiques pour eux, où il faut plus expliciter, où il faut... Et il n'y a pas de règles toutes faites. Évidemment, quand c'est non, c'est non. On ne touche pas les autres à des parties intimes. On ne montre pas ses parties à soi, aux autres qui n'en ont pas envie. Donc c'est vrai que c'est un travail au moment de l'adolescence qui arrive en plus Ouais. par rapport à l'enfance, où c'est vrai qu'il y a plein de questions qui émergent à ce moment-là aussi et qui sont un peu différentes que pendant l'enfance, évidemment. Oui, tout à fait. Et qui nécessitent d'être expliquées de manière différente aussi. Oui. Pour finir, j'aurais voulu savoir si tu avais quelques ressources à recommander aux personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées pour en savoir plus sur la déficience intellectuelle ou l'autisme, puisque c'est un peu plus aussi ton domaine. Il y a 2 minutes pour comprendre l'autisme qui est très bien fait. Il y a des vidéos aussi très bien produites pour expliquer les situations dans lesquelles parfois pour se mettre aussi un peu dans la peau des personnes autistes. Ouais. J'ai beaucoup de ressources par rapport à l'autisme, parce que c'est vrai que c'est... pendant mes études, j'ai plus fait de recherches. Puis j'ai fait des recherches aussi par rapport à tout ce qui est trisomie 21. En fait, la déficience intellectuelle, c'est vraiment ce qui les caractérise tous, mais ils ont chacun leurs besoins différents. Leurs besoins différents, leur personnalité, leur syndromes différents, etc. Donc voilà. Mais je vais y réfléchir et je vais trouver des ressources et des auteurs, des sites qui peuvent être utiles à la réflexion, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc on vous enverra tout ça dans la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, elle est en barre d'infos de cet épisode. J'aurais aimé savoir s'il y a un objet qui représente le mieux ta pratique en tant que psy. J'aurais aimé savoir s'il y a un objet qui représente le mieux ta pratique en tant que psy. Est-ce qu'il y a un outil quotidiennement avec les jeunes et qui représente le mieux ton travail? Ouais, le pictogramme, le support visuel, hein, c'est toujours quand même quelque chose qui revient dans tout ce que je fais. Un truc qu'ils peuvent manipuler. Parce que voilà, encore une fois, juste être en un pour un et ne compter que sur la parole et la communication verbale pour comprendre vraiment ce qui se joue pour le jeune, c'est pas suffisant. Il faut un support visuel, il faut quelque chose qui puisse investir d'une manière plus visuelle, quoi. Un picto. J'adore aussi la roue des émotions. Ça, c'est un truc assez classique où, voilà, pour évaluer, enfin, pour comment tu te sens aujourd'hui et comment tu t'es senti ce matin et puis tout au long de la journée. Alors, ça permet aussi de, ah oui, et ce midi, tu étais un peu plus triste, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a rendu plus joyeux en fin de journée. Enfin, voilà, pouvoir comprendre un peu mieux la journée. Les cartes Dixit, j'adore, mais là, j'utilise plus un jeu qui s'appelle Contraste. Et donc, c'est des images aussi un peu comme Dixit, hein, un peu féeriques comme ça, qui sont quand même très chouettes et qui permettent d'instaurer, d'utiliser ça comme média avec les jeunes et de partir de là pour qu'ils puissent élaborer, quoi. C'est toujours très chouette d'utiliser des cartes, des jeux, des roues, un truc qu'ils puissent manipuler, quoi. Ça, ils adorent. Voilà. Des outils qui font un peu médiation, en fait. Exactement. Exactement. Parce que vraiment, juste être son propre outil, oui, en tant que clinicien, on est notre propre outil, mais faire fi de médias pour rencontrer les jeunes, c'est... Pour moi, dans ma pratique, c'est pas...
pas concevable, quoi. C'est pas... Enfin, ouais, voilà. Ce que je dirais. Bien, écoute, merci beaucoup Léa. Je pense qu'on aurait pu, vraiment, j'avais encore plein de questions dans ma tête et je pense qu'on aurait pu vraiment parler encore plus longtemps, mais là, je pense qu'il est Ouais. temps de mettre fin. Bah, On a merci à très toi. chaud. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci à toi de m'avoir invitée pour ce premier podcast. Ça m'a beaucoup touchée et j'espère que ça va voilà, intéresser tes auditeurs, tes internautes. Merci beaucoup. Merci à toi. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir ce podcast en laissant 5 étoiles et vous abonner sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui sera en barre d'infos de cet épisode pour recevoir toutes les ressources dont nous avons parlé dans cet épisode.